Merci de m'inviter chez vous à Mons pour parler de l'éthologie de la connaissance animale. On peut voir la première diapo. Heu, pendant selon les périodes, on peut utiliser les animaux pour poser des questions humaines ou à l'inverse, on peut explorer le monde animal pour voir ce qui caractérise le monde humain, c'est-à-dire il y a des analogies et il y a forcément des différences, puisque chaque espèce est à nulle autre pareille, et que théoriquement, on ne peut pas passer d'une espèce à l'autre. C'est pas le même programme génétique, c'est pas le même développement, c'est pas le même monde sensoriel, donc on ne peut pas extrapoler. Et pourtant, on peut se servir des animaux. Alors pendant très longtemps, le problème c'était est-ce que les animaux ont une âme? Et il y a des prêtres qui répondaient: «Oui, même les insectes ont une âme». Et puis avec Descartes et Malebranche, on est arrivé très vite à la conclusion: les animaux sont des machines, uniquement des machines biologiques, des réflexes et ils n'ont pas d'âme. Alors là, ici, il y a une manière d'utiliser les animaux pour leur poser à eux des questions humaines. Alors le behaviorisme, on voit Skinner, le behaviorisme, c'est, c'était une période où Skinner a triomphé, où tout le monde, posait aux animaux des questions humaines sur la volonté, sur la mémoire, sur la décision, et les animaux étaient chargés de nous expliquer comment nous, on était. Alors il y avait des réflexes conditionnés et on en parle beaucoup moins aujourd'hui comme des réflexes opérants. On en parle beaucoup moins aujourd'hui. C'est un petit peu dérivé vers les thérapeutiques comportementales, mais on en parlera tout à l'heure. C'est-à-dire que l'évolution des idées, on pense la condition humaine et la condition animale différemment selon les contextes culturels. Alors, le danger, bien sûr, c'est d'anthropomorphiser, comme je viens de le faire, ou l'autre danger, c'est de dire les animaux sont des machines, ils n'ont rien à nous apprendre. Photo suivante. Voilà. Alors, dans les années 30, arrivent monsieur et madame Harlow, primatologues, et dans les années 30, c'était l'explosion de la psychanalyse. Alors, on se disait, Freud avait dit: «Le bébé s'attache à sa mère parce que sa mère, nourrit le bébé. Si la mère ne nourrit pas le bébé, il ne s'attache pas à elle». Et Harlow qui était primatologue et non psychanalyste, s'est servi, de cette hypothèse, pour dire que Heu, il a fait un dispositif. C'est une conférence que j'ai fait il y a une trentaine d'années, donc c'est assez amusant de comparer avec là où on en est aujourd'hui. Or, il y a 30 ans, le dispositif de Harlow, il met ici une mère en fil de fer qui porte le biberon et par ailleurs, il met une mère feutre qui ne porte pas le biberon et il constate que le bébé, le petit macaque s'oriente vers le biberon, mais, photo suivante, lorsqu'il est stressé, et le stresseur, c'est un nounours mécanique qui bat du tambour, voilà le résultat, c'est la fuite du petit qui est effrayé parce que c'est un bruit qu'il ne connaît pas, et photo suivante, il se réfugie toujours sur la mère feutre qui ne donne pas le biberon et il ne se réfugie jamais sur la mère fil de fer qui donne le biberon. Donc sur le plan dispositif expérimental, petit macaque répond à une question humaine. Est-ce que vraiment Freud a raison quand il dit c'est parce que la mère nous donne le sein, ce que disaient les psychanalystes, hein, c'est parce que la mère donne le sein que le bébé s'y attache. Eh bien là, ce que dit Harlow, c'est pas le sein qui provoque l'attachement du bébé, ce qui provoque l'attachement, c'est le contact doux et sécurisant. Alors là, on a
l'exemple de démonstration scientifique, de manipulation scientifique très élégante, très convaincante, mais bien sûr maintenant il faut l'interpréter. Et l'interprétation dépend de la personne qui interprète et surtout du contexte idéologique dont je parlerai tout à l'heure. Alors, méfions-nous de cette anthropomorphisation. L'expérience de Harlow a complètement modifié la représentation des bébés humains, c'est-à-dire qu'on a commencé à se dire c'est pas l'alimentation qui fonde l'amour, et ça a surtout complètement, étonnamment modifié la représentation qu'on avait des animaux, puisque ces animaux s'attachent, c'est donc que ce ne sont pas des machines, donc on ne peut pas tout se permettre avec les animaux. Et cette expérience-là a été fondatrice dans la nouvelle manière de voir les animaux et la condition humaine. Parce qu'on avait une méthode expérimentale, élégante, manipulable, vérifiable, réfutable. Si on n'est pas d'accord, on refait l'expérience ou on introduit une variable qui nous permet d'argumenter si on n'est pas d'accord, mais on n'a pas extrapolé. La science a simplement posé un problème et la suite des événements, on a passé notre temps à confirmer et infirmer et discuter, interpréter différemment cette manière de voir la condition humaine, du vivant, la condition animale et la condition humaine. Et à partir de cette expérience, on a posé des tas de problèmes. Par exemple, on a constaté que lorsqu'une poule picore mange seule, elle s'arrête très vite de manger, elle est très vite rassasiée. Et lorsque on met les poules en groupe, elles sont rassasiées beaucoup plus tard et elles mangent beaucoup plus. Alors je me rappelle avoir, avec Jean-Claude Fady, présenté cette observation expérimentale à un congrès de psychanalystes. Et j'entendais Mises, qui est un grand nom de la psychanalyse, qui disait: «Mais qu'est-ce que les poules ont à voir avec la condition humaine?» Il était furieux. Et en fait, d'autres expérimentations ont permis de confirmer que tous les êtres vivants qui ont besoin d'un autre pour devenir eux-mêmes passent leur temps à imiter et se laisser influencer par le comportement de l'autre. Alors ça, dans les 2 jours qu'on va passer ensemble, c'est une phrase que je reprendrai souvent: «Être seul atrophie le cerveau. Un cerveau sain seul est atrophié. Pour qu'il fonctionne, un cerveau a besoin d'être stimulé par une altérité.» Et ça aussi, c'est une nouvelle manière de poser la question, c'est que on ne pose plus la question. L'individu est une illusion de la pensée occidentale. On ne pose plus la question en termes d'individu isolé, coupé de son contexte, on pose la question en termes d'individu sculpté par son contexte, complètement façonné, pétri par son contexte, que ce soit le cerveau, je le reprendrai plusieurs fois, que ce soit l'acquisition des comportements, là aussi je le reprendrai plusieurs fois, ou que ce soit les apprentissages sécurisants, comme ce petit singe, ce petit macaque, qui, lorsqu'il est effrayé par le stresseur, le tambour, se réfugie dans les bras de sa mère. Là, elle n'a pas de bras, mais elle a un contact doux, et c'est ce contact doux qui a un effet sécurisant, ça n'est pas le biberon.